Voilà, bonjour à toutes et à tous, hein. Nous sommes six dans la salle et donc vous êtes une vingtaine, 25 à distance, hein. Je suis ravie de commencer ce nouveau séminaire. C'est vraiment un domaine qui est assez nouveau pour moi. J'ai rejoint récemment le département des études environnementales de l'EHESS, hein. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions d'éducation, donc c'est ce volet-là un peu à mon actif, mais pour ce qui est des questions environnementales, vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment j'en suis venue à travailler là-dessus. Mais peut-être avant de commencer, ce que j'aimerais faire, c'est faire un petit tour de table, bon, peut-être oral pour les personnes qui sont en ligne, hein, pardon, oral pour les personnes qui sont dans la salle et les personnes qui sont en ligne, vous pouvez peut-être mettre dans le chat d'où vous venez, est-ce que vous êtes chercheur, est-ce que vous êtes enseignant, est-ce que vous êtes vous avez une autre activité, et puis peut-être ce que vous attendez aussi de ce séminaire, si ça peut me permettre aussi d'infléchir un petit peu la suite des interventions. L'idée, c'est vraiment que ce soit aussi participatif que possible. D'ailleurs, je vois qu'il y a en ligne Mehdi Guiard de l'IUT de Quimper qui m'a contacté en amont en disant il réfléchit lui aussi à réorienter certaines de ses recherches. Et donc, l'idée, c'est aussi d'explorer ensemble. Et donc, n'hésitez pas à... Bonjour, entrez. N'hésitez pas à faire des propositions, à intervenir, hein. Donc, Claire, M2 études environnementales, je travaille sur l'attachement au territoire dans la mobilisation écologique. Et du coup, il y a plein de choses à apprendre de ça. Et nous aussi, de vous, sûrement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yuki Kijima, je suis japonais et je travaille maintenant, je suis deuxième année de master en sociologie et je travaille sur la concurrence. Je m'intéresse à la question du capitalisme. Donc, comment la concurrence, ça a trouvé dans le social, dans l'école, mais quand même, il y a, comment dire, la concurrence est toujours ambivalente. Et aussi, dans ce séminaire, j'aimerais savoir comment éduquer les élèves la question environnementale parce qu'au Japon, on n'est pas assez populaire cette Hmm. chaire alternative. Donc, j'aimerais savoir comment ça marche en France. On n'est pas très en avance non plus en France, mais on va avancer ensemble comme ça. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Marius, je suis en M1 études environnementales. Je compte travailler cette année, et puis l'année suivante aussi sûrement, sur des chercheurs écotoxicologues et voir comment est-ce qu'ils modifient leur pratique de la recherche pour utiliser les débat public. Hmm. Donc c'est pas directement relié à la thématique du cours, mais c'est une thématique qui m'intéresse Hmm, hmm. personnellement. Donc voilà. Super. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Aurore Moisan, je suis en deuxième année de master en études environnementales et je travaille sur le retour de l'habitat léger Oui. au sein des Super. mœurs Hmm. face à la crise environnementale. Hmm, hmm. Et il y a beaucoup la notion d'éducation Hmm. à Tout à des fait, nouvelles oui. dans Hmm. ce domaine-là. C'est pour ça que je suis là. Super. Bonjour, moi c'est Morgane, je suis étudiante en Master 2 du Master études environnementales aussi. Je fais un mémoire sur le théâtre en contexte donc, de crise écologique. Bien sûr. Et je m'intéresse beaucoup à côté de ça au domaine de l'enfance et Hmm. les questions d'éducation. Enfin, j'avais envie de suivre ce séminaire pour ces Super, raisons-là. merci beaucoup. En plus, on va essayer de croiser un peu avec des questions artistiques, donc ça sera très intéressant aussi, oui. Moi, je m'appelle Sonia. Je suis une étudiante polonaise Hmm. d'Erasmus. Je suis en deuxième année de sociologie, master. Moi, je travaille sur les récits contemporains sur la crise climatique et l'écologie parmi les membres du syndicat polonais Solidarność. Ah, super. Bon, mais c'est extrêmement riche, hein. Évidemment, on prendra le temps aussi d'en apprendre plus sur vos recherches, peut-être quand vous aurez exploré un petit peu plus, hein. Je vous montrerai le programme tout à l'heure. J'ai prévu aussi une dernière séance où il y a des présentations de vos propres travaux. Et en tout cas, je pense que à la fois par la richesse de vos parcours et de vos terrains de recherche, ça va être absolument passionnant. Merci beaucoup. Et donc, je vous laisse regarder un petit peu en ligne. Je vois qu'il y a aussi des personnes d'horizons très très divers. On prendra un petit temps à la fin du séminaire aussi pour discuter avec ceux qui ont besoin de valider le séminaire, mais ça, c'est forcément ceux qui sont dans la salle. J'ai fait une présentation un peu différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je raconte mon parcours. J'ai eu un parcours qui n'est pas très linéaire. J'ai d'abord été musicienne et puis après, j'ai fait
une première thèse en études indiennes. Et finalement, là, comme c'est quelque chose de très nouveau et que c'est probablement le dernier grand champ de recherche dans lequel je m'aventure de ma vie institutionnelle, parce que ça fait pas mal d'années que je travaille déjà. Et donc, j'ai repris un petit peu quelque chose qui était important dans le début de mon parcours. Je disais que j'ai fait ma première thèse en études indiennes sur la grammaire sanscrite. Et quand on fait quelque chose, quand on commence quelque chose de nouveau, on fait toujours quelque chose qui s'appelle en sanskrit Shubharta, en vue du bon augure. On, on invoque, alors on invoque les divinités. Moi, je vais pas invoquer des divinités ici, hein, je suis complètement agnostique. Mais j'avais envie de présenter mon parcours en le mettant en lien avec les éléments de ce séminaire, le sous-titre avec émotion, savoir et engagement, et en parlant un petit peu de déjà cette question de qu'est-ce que le savoir, alors, qu'est-ce que le savoir, on pourrait dire, qu'est-ce que le savoir, qu'est-ce que la connaissance, il y aurait plein de choses à dire. Je ne vais pas rentrer forcément beaucoup dans les détails. Mais il y a une chose dont on va beaucoup parler, et certains d'entre vous ont déjà parlé de langage, de théâtre, d'analyse de discours ou d'analyse de pratiques narratives. Évidemment, la question du langage va être centrale. Et par rapport à la langue sanscrite hein, et la tradition sanscrite, ben, la question du langage, et pas seulement du langage, mais du son en général, est absolument fondamentale. Et donc, je suis allée chercher une citation d'un auteur qui est en fait pas un vrai auteur, c'est pas un humain qui a vécu à un moment donné, mais un auteur qui s'appelle Patanjali. Donc je vous ai mis une image, donc vous voyez, il est représenté avec un corps de serpent et puis des têtes de serpent. Et on lui attribue non seulement la rédaction du traité fondamental de linguistique, enfin premier commentaire en tout cas, du traité de linguistique sanscrite, de la grammaire sanscrite, mais aussi l'écriture d'un des traités fondamentaux de médecine et des Yoga Sutras de Patanjali, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc finalement, il s'est occupé du corps avec les Yoga Sutras, il s'est occupé non, du corps avec la médecine, pardon, avec un traité qui s'appelle la Charaka Samhita. Et il s'est occupé de la langue avec le commentaire à l'Ashtadhyayi de Panini qui s'appelle le Mahabhashya. Et puis, il s'est occupé aussi de ce qui est plus d'ordre spirituel avec les Yoga Sutras. Je trouvais intéressant de vous parler de ça parce que finalement, il a une vision qui est extrêmement vaste. Le traité se présente sous la forme d'une discussion entre un élève, un étudiant, et puis un maître, celui qui a la connaissance. Et là, l'étudiant pose une question, il dit, mais en fait, dans le fameux traité, là, qui s'appelle l'Ashtadhyayi de Panini, euh, ce traité permet la formation de mots dont on ne voit pas l'usage dans le monde. Donc, à quoi ça sert de fabriquer des mots qui n'existent pas, en fait? Et là, le maître répond, mais finalement, pour connaître, pour découvrir les usages linguistiques, il faut faire un effort. Et parce que le domaine de ces usages, il est absolument immense, hein. Il y a la Terre, évidemment, avec les 7 dwipas qu'on traduit par île ou par continent. C'est pas des continents géographiques, hein, ça correspond à des définitions un peu symboliques. Les 4 Védas, qui sont les traités religieux, disons, et leurs traités auxiliaires, qui sont les traités qui servent à analyser ou à comprendre, à interpréter. Et puis les Rahasya. Rahasya, c'est aussi corpus de textes, mais ce sont aussi des enseignements dits secrets, qu'on appelle les Upanishads. Donc voilà, il dit que finalement, ce traité, qui date à peu près du IVe siècle avant notre ère, a la prétention de rendre compte de la formation de tous les mots, non seulement du monde qu'on connaît, mais des 3 mondes. Les 3 mondes, c'est les enfers, la terre et le ciel et puis de tout ce qu'on trouve dans tous les traités finalement. Donc je trouvais ça assez intéressant de voir qu'au IVe siècle, ils avaient cette idée que ben voilà, le monde est bien plus vaste que celui dans lequel on habite. Et quand on travaille sur le langage, on ne s'occupe pas seulement du langage tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'un point de vue psycholinguistique, c'était assez intéressant. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Pour les personnes qui sont en ligne, je ne vois pas le chat au moment où j'ai ma présentation. Donc, je ne sais pas si l'un de vous voit ce qui se passe dans le chat. Si jamais il y a des questions, si vous pouvez regarder, me prévenir si vous voulez qu'on commente ou qu'on aille un peu plus loin. Quelqu'un qui a aussi énormément marqué mon parcours dans la deuxième partie, puisque j'ai fait une deuxième thèse en psychologie cette fois-ci. J'ai travaillé sur la question de enfin, le stress, l'expérience doctorale, stress, relations d'encadrement et, euh, et santé.
Et au fil de ce parcours, en fait, je suis tombée sur les travaux de John Dewey, qui est quelqu'un qui m'a énormément marquée et qui a aussi, enfin, ce parcours m'a fait réfléchir beaucoup à la question de l'éducation, à la manière dont non seulement j'avais fait le constat d'un grand malaise chez la population étudiante, mais finalement ce malaise touchait l'ensemble du système éducatif, hein. Et ça m'a donné envie de travailler plus largement sur la question de l'éducation. Et John Dewey est quelqu'un qui a créé un modèle d'école assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un philosophe, psychologue et penseur, père du pragmatisme, hein, l'un des pères du pragmatisme. Et il a fait une expérimentation, en fait, toute sa vie, il y a une suite d'expérimentations, de toute façon, mais notamment une qui était à partir du constat que les systèmes éducatifs ne répondaient plus du tout aux besoins, c'était à la fin du 19e, ne répondaient plus du tout aux besoins de la société. Il a beaucoup milité pour un savoir qui soit construit par qui soit, il appelait ça learning by doing, qui soit donc fondé sur l'expérience, en fait. Il parle beaucoup d'expérience. Et l'une de ces citations, il y a une citation qu'on voit partout, il dit Education is not preparation for life, education is life itself. Ça, on le voit partout. En fait, moi, j'ai cherché, on ne le trouve pas vraiment dans son œuvre. Mais c'est une citation qui m'a beaucoup parlé, peut-être parce que j'ai une expérience scolaire un peu désastreuse. J'ai l'impression de passer ma vie dans une antichambre de la vie. Donc cette expérience peut-être m'a parlé aussi et ce que j'ai trouvé de plus proche comme citation dans son œuvre, c'est dans un ouvrage donc, qui s'appelle My Pedagogic Creed, qui est une sorte de manifeste hein, avec I believe qui est récurrent, I believe this, I believe that. Et une phrase est I believe that education is a process of living and not a preparation for future living. Et donc, cette découverte, ça m'a amené aussi à réfléchir sur la manière dont, en tant que chercheur, hein, je reparlerai de la posture du chercheur un peu plus tard, mais en tant que chercheur, on peut avoir un effet, une implication aussi dans le monde hors de la recherche, hein. Et ça m'a amené à créer une école hein, qui était inspirée du modèle d'école qu'avait fondé John Dewey. Donc, son expérimentation, ça avait été à partir d'un constat entre le manque de lien entre les enseignants et les chercheurs, il s'est dit qu'il fallait créer une école qui soit sur le campus universitaire, un peu comme on pourrait avoir des CHU, les hôpitaux universitaires, où les personnes sont prises en charge en bénéficiant. Bon, sauf que les enfants ne sont pas malades, hein, évidemment, c'est la limite de la comparaison. Mais les personnes sont prises en charge en étant au cœur de la recherche elle-même aussi pour bénéficier finalement du dernier état de la recherche. Et John Dewey a créé des écoles qu'il a appelées des écoles laboratoires, hein, Laboratory School. Et la première hein, a été créée à Chicago, l'Université de Chicago, en 1896, je pense. Et elle a vécu 5 6 ans. C'est comme souvent, les projets expérimentaux peuvent susciter beaucoup d'émotions, beaucoup de conflits. C'est souvent des terrains de conflit. Et donc, l'expérimentation a duré 5 6 ans, mais c'est généralisé. Aujourd'hui, il y a, pas sur tous les campus, mais il y a plus d'une centaine au moins de ces lab schools aux États-Unis. Il y en a un peu dans le monde entier. Et donc, moi, j'ai créé la première en France. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de John Dewey qui, du point de vue de l'éducation, va être quelqu'un dont on va avoir l'occasion de reparler beaucoup, j'imagine. Et finalement, il était dans une période de l'histoire qui est évidemment différente de la nôtre, mais il était dans la révolution industrielle. On est dans une nouvelle révolution industrielle. Et je pense qu'une partie de ses questionnements, une partie des réponses qu'il apporte, il a énormément travaillé sur la question de la démocratie, sont totalement pertinentes pour notre époque. Voilà. Je fais une mini pause. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des remarques? Après, je vais pas tout le temps parler, hein, enfin, j'espère. Et puis sur la question des émotions, je partage quelque chose de peut-être un petit peu plus personnel et aussi parce que la question des émotions dont on va s'occuper beaucoup, elle suscite aussi chez les jeunes, chez un peu tout le monde, cette question de la crise climatique suscite toutes sortes d'émotions, mais ça peut aller du désespoir à peut-être l'espoir, hein. En recherche, il y a énormément de travaux sur la notion d'espoir hein, par rapport à l'éducation.
au climat. Personnellement, c'est pas ça qui, moi, me fait vibrer. La recherche, finalement, me permet peut-être de comprendre, d'analyser, de trouver des leviers d'action. Mais un groupe qui m'a beaucoup touchée, que je suis depuis quelque temps, c'est un groupe qui s'appelle Gojira. Je sais pas si certains d'entre vous sont familiers de ce groupe. C'est un groupe de métal. Donc, c'est pas forcément ce dont j'avais prévu de parler non plus dans le courant de ce séminaire, mais on va en parler quand même à la fin. Vous allez voir le programme tout à l'heure. C'est un groupe qui est très engagé d'un point de vue écologique, hein, qui a mené des actions avec une organisation qui s'appelle Sea Shepherd, qui a sorti leur dernier album, s'appelle Fortitude, et avec l'idée vraiment de donner du courage, de mobiliser les gens, et leur rôle, je crois que j'avais, je sais plus si j'avais une citation. Donc, leur chanteur et guitariste qui s'appelle Joe Duplantier, Joseph Duplantier, appelle vraiment explicitement à quasiment la désobéissance civile, mais en tout cas, il dit que leur album Fortitude, donc, qui est sorti en 2021, vise à donner le pouvoir aux gens et à les inspirer. Bon, en tout cas, je sais pas enfin, je crois ils ont inspiré beaucoup d'autres gens, mais avec moi, c'était un peu le cas aussi. Vous voyez que la citation que j'ai mis en gras, c'est A New Hope is Growing Inside. Je choisis aussi c'est la fin d'un album parce que We Will See Our Children Growing, et je trouvais vraiment un motif d'espoir est lié à ce séminaire. Et si ça vous intéresse, il y a une interview où il parle vraiment beaucoup de ces questions d'espoir. Donc j'ai mis le lien dans la présentation, et la présentation, je vous l'enverrai évidemment après à l'issue du séminaire si ça vous intéresse. Voilà, et du coup, j'en profite pour faire une petite pause et pour vous demander, vous et puis les personnes qui sont en ligne aussi, un peu qui sont les personnes qui vous inspirent, des gens qui peuvent être des role models, que ce soit des chercheurs contemporains ou plus anciens. Moi, je vous ai emmené au deuxième siècle avant notre ère. Et donc, j'ai créé un Padlet, hein, et j'ai commencé à remplir pour lancer la discussion aussi en mettant deux femmes parce que je me suis dit que là, on avait que des hommes ou Patanjali, on ne sait pas trop, mais bon, je pense que la place de la femme dans la tradition indienne ne laisse pas augurer d'une grande présence féminine dans la pensée philosophique indienne. Donc, j'ai mis dans le Padlet, vous pouvez aller dessus, je pense que normalement, il y a un lien ou un QR code. Donc, vous pouvez aussi scanner le QR code et puis aller dessus. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre un peu à vous connaître. Pour ceux qui vont rester, on passera toute l'année ensemble. Et donc, de pouvoir partager un peu tout ça. Alors, je le mets dans le chat et je me connecte aussi. Et donc, je ne réussis pas à finir deux phrases parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Mais j'avais commencé une phrase pour dire que j'avais mis aussi des personnes que je trouvais extrêmement inspirantes et qui sont des femmes. Ce sont Salomé Saké et Paloma Moritz, que vous connaissez peut-être de Blast et plein d'autres choses. Et je trouve que ce sont vraiment voilà, des femmes absolument remarquables. Alors, est-ce que vous voyez le Padlet? Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des gens qui ont déjà commencé à remplir. Ah, bah oui, Greta, évidemment, merci. Qui d'autre? Donc, je vais vous laisser quelques minutes et puis peut-être dans la salle aussi, si vous avez envie de prendre la parole, ça serait bien qu'on puisse en discuter soit deux par deux avec vos voisins, soit on n'est pas très nombreux, soit tous ensemble. Mais c'est pas juste le chercheur, chercheuse. Non, pas forcément que des C'est chercheurs, ça tout peut le être des monde. artistes, ça peut être des journalistes, ça peut être ben voilà, je vois un Camille Etienne, j'ai failli la mettre aussi. Voilà, ça peut être des courants de pensée aussi, hein, je vois la médecine traditionnelle chinoise. N'hésitez pas on n'a peut-être pas tous les mêmes références et on connaît pas tout. Donc, par exemple, voilà, d'avoir précisé Serge Latouche, la décroissance, c'est bien parce que ça permet aux personnes qui connaissent pas éventuellement de compléter. Voilà, la robustesse avec Olivier Amand, par exemple, de mettre robustesse à côté. Baptiste Morisot, ouais. Non, dans la salle, il n'y a personne qui a envie de prendre la parole pour une personne qui vous inspire. Au Japon, par exemple, qui sont moi je connais pas du tout, qui sont les penseurs ou les artistes ou les chercheurs ou les hommes politiques, hein, il y a aussi des politiques quand même. Politique, c'est pas
Il n'y a pas beaucoup, je Mm. pense que, mais en fait, j'ai mis Serge Latouche Oui, et j'ai rencontré en deuxième année de licence, j'ai rencontré l'introducteur de la pensée de Serge Latouche, c'était japonais. super. Il a Ah, étudié il y a 20 ans en France et il a directement enseigné sur la direction de Serge Latouche. très Donc, j'ai bien. rencontré, oui, Ah, là-bas. super, Donc, c'est pour ça que inspirait vraiment la question de l'environnement, l'économie, etc. J'ai mis Serge Latouche, oui. super. D'autres? C'est que le début. Alors, ce séminaire, il sera aussi un peu ce que vous en ferez. C'est-à-dire, moi, je peux faire un séminaire magistral, parler pendant 2 heures. D'ailleurs, c'est pas toujours moi qui vais intervenir. Je vais vous montrer le programme. On a toute une liste d'intervenants. Justement, j'ai conçu le programme de façon à pouvoir aussi tisser des liens et puis apprendre des choses, puisque moi aussi, je suis nouvelle dans ce domaine-là. Mais plus vous serez actif, hein, plus vous prendrez la parole, plus vous poserez des questions, plus vous allez apprendre, hein, plus vous allez vous enrichir et enrichir ce séminaire. Et donc, je vous encourage vraiment, personne ne peut dire de bêtises. On est tous là pour apprendre, si moi j'en dis, mais je ne veux pas être la seule à dire des bêtises. C'est pas très facile. Non, c'est pas facile. Si c'est plus facile en anglais, n'hésitez pas aussi. Même, euh, je parle de personnes qui nous inspirent. Oui, C'est pas très facile. c'est un peu personnel aussi, hein. Et pour moi, croyez-moi, ça a été un effort aussi de préparer cette introduction en me disant, bon voilà, est-ce que je dévoile des bouts de mon parcours, de ça, ou est-ce que je fais quelque chose de très académique? Et je trouve qu'on est sur des sujets où, bien sûr, on va faire preuve de toute la rigueur académique. J'ai un cadre théorique, j'ai plein de trucs dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais je pense qu'on est aussi à toucher des enjeux qui sont extrêmement sensibles et qui... Il n'y a pas de neutralité axiologique quand on s'occupe de ces questions-là. Déjà, ça n'existe pas, la neutralité axiologique, mais encore moins quand on s'occupe de questions qui sont aussi urgentes et aussi vitales. Et ce doit être des personnes qui vivent maintenant. Pas forcément, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, pardon, je parle un peu vite, Vraiment hein. tout le monde. J'ai parlé de personnes qui étaient Oui. au troisième siècle avant notre ère, ou deuxième siècle avant notre ère. Après, ils vivaient pas forcément dans des environnements où les questions se posaient de la même façon qu'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai choisi pour la question des émotions des personnes qui sont vivantes et actives aujourd'hui, plutôt que quelqu'un qui a vécu au 19e siècle ou avant notre ère. Enfin, si je peux. Bien sûr, c'est pas la peine de lever la main. On n'est pas très nombreux, vous pouvez Enfin, prendre la moi, parole. je suis très inspirée par ce qu'a écrit Baptiste Morisot, Mhm, manière d'être vivant, parce que enfin, c'était un peu une révélation par rapport aux mhm. relations Ouais. humains-animaux. Parce que jusque-là, j'avais l'impression que les personnes à qui je pouvais parler en fait de la relation des hommes avec les animaux, c'était plutôt vu comme un enfantillage ou quelque chose de pas très sérieux en Mhm, fait. Alors que ben, en fait, c'est tellement important à prendre en considération, enfin, à ce qu'on les prenne en considération et à ce qu'on remette en question mhm. notre supériorité par rapport à eux qui a depuis toujours Tout à fait. été supposée. Et, euh, et ça m'avait aussi beaucoup marqué quand, par exemple, il explique à quel point notre mode de vie actuel, très urbain, ça a des conséquences, par exemple, c'est très capitaliste sur notre manière Mhm. de percevoir le monde, en disant que un enfant américain a plus de facilité à reconnaître, je sais plus, un nombre très grand de marques américaines, Mhm. alors que faire la différence entre différents champs d'oiseaux, il Ah est oui. incapable. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de remise en question. Mhm. Et ça a été vraiment très impactant pour moi. Tout à fait. Ouais, ben, merci de partager ça. Je l'ai croisé il y a quelques mois, Baptiste Morisot. J'avais pensé l'inviter, mais en fait, il n'est pas directement sur les questions éducatives. Donc, je me suis dit qu'on verra comment ce séminaire évolue par la suite. Et puis, rien n'empêche de réfléchir aussi à des personnes à inviter une prochaine année. Tout à fait. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous dites sur la question du rapport entre les hommes et les animaux. Finalement, ce serait peut-être un des prochains grands combats à avoir. On a réussi à abolir l'esclavage, on a réussi les droits des femmes ont fini par évoluer. Finalement, là, ça peut tenir que aux hommes. C'est pas les animaux qui vont pouvoir revendiquer leurs droits parce qu'ils n'ont pas la parole, justement. En tout cas, pas celle que nous, on peut comprendre, disons. Et donc, je suis assez sensible à cette cause aussi.
Vous devriez écouter l'interview dont j'ai mis le lien de Joe Duplantier parce il est vegan et il est très sensible à cette cause-là aussi. Il en parle d'ailleurs dans cette interview. D'autres idées? Can you speak English? Sure, sure. I tagged here Romano Alquati and Elizabeth Dunn. Yeah. These are two like sociologists of work who both I mean they don't have like very much in common, but they both were doing like research on work in specific factories while at the same time working there. Mhm. And I don't know, it somehow like deeply inspires me, and I deeply respect this mode of like academic research, and I think this is yeah, like I just think about them a lot in my own academic research because I think this is the only way to kind of go beyond like break the kind of hierarchies that also divide like academic researchers from the working class, and I just deeply respect them. Well, thank you for sharing that. Thank you. Any other idea, comments? And I will also maybe say all the crowds of people protesting now around the world. And we're not going to talk about New York, but we're all thinking about it, right? Ok. Bon, n'hésitez pas à. Ça peut venir après. Vous pouvez continuer à remplir le Padlet. Je le mettrai en forme après, puis je le partagerai. Et en tout cas, merci. C'est très chouette de voir. Il y a plein de noms que je connais, mais il y a plusieurs noms que je connais pas aussi. Donc, c'est toujours très stimulant. Quand, euh, Quand j'ai commencé à travailler sur ce programme, j'ai d'abord pensé à vous et je ne savais pas encore qui serait là, mais je me suis surtout dit qu'à l'EHESS, il y a énormément de sociologues, d'anthropologues, des gens qui sont en sciences politiques. Moi, de formation, je suis psychologue. Je vous en prie. Je suis psychologue et donc le plus facile pour moi était évidemment de m'orienter vers des chercheurs en psychologie. Mais j'avais envie d'essayer de trouver des personnes qui travaillaient à partir d'orientations différentes et sur des sujets un peu différents qui nous permettent d'aborder à la fois ces questions de savoir, d'émotion et d'engagement, et puis qui fassent le lien aussi avec la question artistique. Donc ça faisait une espèce de kaléidoscope et j'avais à la fin une liste avec une centaine de noms. C'est pas forcément évident de choisir. Donc voilà, c'est le résultat de ce programme, c'est un petit peu le fruit de ce croisement d'idées. Et j'avais envie aussi d'ouvrir la porte à des institutionnels parce que bon, on a parlé de politique tout à l'heure et je pense que c'est aussi en dialoguant avec des gens qui sont aux manettes on pourra avancer. Il y a quelqu'un qui fait énormément dans ce domaine, qui s'appelle Pierre-Henri Dodard, donc qui sera notre prochain intervenant la semaine prochaine, qui est au ministère de l'écologie et qui partage énormément de ressources sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est très très engagé et il va nous parler, je trouvais que c'était bien en introduction, de l'éducation à la transition écologique, notamment telle qu'elle peut être pratiquée en France, telle qu'elle peut être pratiquée à l'école, mais aussi dans l'enseignement supérieur, hein. Il a partagé aussi des ressources sur l'enseignement supérieur et là, on est aux premières loges et rien ne nous empêche, nous aussi, de faire des propositions à l'EHESS. Je pense que on aurait une assez belle ouverture sur ces questions-là. Euh, la semaine suivante, ce sont deux personnes qui sont plus dans le domaine des médias, Amina et Andrea. Andrea est D'ailleurs, il y aura peut-être un changement. D'ailleurs, il est possible que une des intervenantes soit Maria Krasinski, qui est américaine, qui travaille aussi pour News Decoder. News Decoder, c'est une organisation internationale qui vise à sensibiliser notamment à travers l'éducation aux médias, qui a développé l'esprit critique des jeunes, hein. Et j'ai fait un séminaire avec elles deux il y a une quinzaine de jours à Bruxelles. Ils ont une organisation qui s'appelle EYES, qui est Education or Educating Youth. J'ai oublié. EYES. Non, Empowering, c'est ça. Empowering Youth or Young People through Education
Bon, je vais retrouver, je dis n'importe quoi, je vais vous retrouver l'acronyme. Mais en tout cas, l'idée était de s'appuyer sur la narration pour construire des connaissances, pour les transmettre, pour les partager, avec l'idée à laquelle je reviendrai plusieurs fois, que avoir des connaissances ne suffit jamais. Ce qui finalement va mobiliser les gens, ce sont les émotions. Et étymologiquement, émotion, c'est ce qui meut, et ce qui émeut, ce qui fait bouger. Donc elles sont plutôt journalistes, hein, et elles seront en présentiel normalement. Et il y aura peut-être aussi une de leurs collègues qui s'appelle Anka Tarastankovic, qui est serbe et qui travaille pour un projet qui s'appelle The Environment and Human Rights Academy. La troisième séance avec Martin Bischoff, qui est allemand, il est en sciences de l'éducation. Il parlera de la question de l'identité sociale dont je vous parlerai tout à l'heure sur une des questions de cadre théorique qu'on peut aborder par rapport à ça et par rapport à la désobéissance civile. Alison Anderson est sociologue, hein. Elle est donc à Plymouth et je ne lui ai pas encore parlé directement, on a échangé que par mail. Aisling Bork est irlandaise, donc là on est de nouveau avec la psychologie et elle travaille sur les adolescents. Shel Nolte est sociologue également. Et ensuite, on aura deux intervenantes qui sont en sciences politiques, hein, Sarah Picard et Catherine Throssell. Catherine est australienne et elle lance un nouveau projet qui s'appelle Kids and Climate, dont elle nous parlera, mais qui est vraiment en tout début. Et l'avant-dernière séance, non, avant-avant-dernière, antépénultième. Arnaud Sapin est psychologue aussi, il est doctorant, il est en train de faire une thèse sur les jeunes adultes. Donc je trouvais que c'était important aussi. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai pas dite, mais dans ma description du séminaire, finalement, j'étais plus tout à fait d'accord avec moi-même au fur et à mesure que je travaillais là-dessus. J'ai employé le terme élève et en fait, on est tous élèves ou étudiants, ou j'aime pas trop le terme apprenant, mais learners en tout cas en anglais tout au long de la vie. Et donc finalement, d'avoir mis élève dans l'introduction me semblait pas très juste par rapport aux questions que j'avais envie d'aborder, qui étaient un peu plus larges. Et l'avant-dernière séance, donc on fait un petit peu un pas de côté. J'ai invité Corentin Charbonnier qui va nous parler justement de la manière dont des adultes apprennent aussi ou se posent des questions dans des environnements très spécifiques. Et revoit le lien avec le métal dont je parlais tout à l'heure. Donc c'était faire du métal et de l'écologie. Et il a travaillé, il a fait sa thèse. Et il est anthropologue, donc c'est encore une autre discipline. Il est anthropologue et il a fait sa thèse sur le Hellfest, le festival près de Clisson. Voilà, et la dernière séance, la parole sera à vous. Dans l'idéal, ce que j'aimerais, et c'est valable aussi pour les personnes en ligne, c'est que chacun puisse choisir un des thèmes qui l'intéresse dans ce programme et puisse jouer un peu le rôle de modérateur ou de la personne qui va relancer, qui va poser des questions pour que ce rôle soit partagé entre nous tous. Et comme la plupart des intervenants seront en ligne, à part deux ou trois, c'est très facile, même pour les personnes à distance, d'intervenir. Donc, n'hésitez pas. Donc là aussi, vous pourriez mettre dans le chat. Vous pouvez le dire oralement déjà s'il y a des séances sur lesquelles vous auriez plus envie de vous investir, parce que dans ce cas-là, je vous passerai peut-être un peu en avance un ou deux articles, ou bien vous pourriez regarder d'autres publications que celles des auteurs qui vont intervenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment l'idée de vous donner la parole aussi, que ce soit pas que moi. Est-ce qu'il y a des réactions immédiates, des questions ou des envies de, ah bah tiens, moi, j'aimerais travailler sur tel sujet? Personnellement, par rapport à mon sujet, la séance du 27 novembre avec Martin Schutschov, Super. très cool. Mais après, s'il y a d'autres genres de participants, peut-être plusieurs. Bien sûr, tout à fait, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez spécifier qu'est-ce que ça veut dire d'être modérateur ou intervenant dans une de ces séances? Ça pourrait Euh, d'avoir un peu préparé la séance, hein, de pas venir seulement enfin, pour écouter et découvrir, mais d'avoir peut-être lu un ou deux articles de la personne qui va intervenir, ou bien d'avoir cherché un ou deux articles sur le même thème d'autres auteurs pour pouvoir introduire la discussion.
très souvent, quand on termine une présentation, on a beaucoup d'informations, il y a un grand silence. Et donc, bon, en général, je me charge de lancer la discussion, mais je trouverais intéressant qu'il y ait d'autres personnes aussi qui interviennent et qui enrichissent la discussion, que ce ne soit pas toujours moi qui le fasse. Mais évidemment, moi, je prépare aussi les séances. Moi, je peux modérer la séance avec Kiel. Shell Note. I'm so sorry. Ouais, très bien. Yeah, for normal people, it just doesn't work on covering popular lenses on environmental sustainability. Voilà, oui, on va avoir des séances en anglais, des séances en français, selon le cas. Super. Vous pouvez peut-être le mettre dans le chat, hein, pour que j'en ai la trace après. Oui, Moi aussi, je m'en ai préparé à la séance 22 janvier à Nord de Spain. super, Oui, je m'intéresse à l'économisation. très bien. Et c'est combien de modérateurs par séance? On peut être deux ou trois, hein, je pense. Ça m'intéressait aussi la séance du 27 novembre. Parfait. Oui, bien sûr. Ouais. Et pour les étudiants qui valident, hein, ça peut rentrer aussi dans le cadre de votre validation. On pourra en parler après. Voilà. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Je vais mettre. Vous avez mon mail de toute façon, puisque j'ai envoyé l'invitation. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des suggestions aussi après, à l'issue du séminaire, si vous avez des idées après. Alors, moi, je vais avancer parce que ça passe très vite. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue, moi, à m'intéresser à la question de l'environnement. En fait, c'est les élèves, c'est les enfants qui m'ont embarqué là-dedans. Je vous disais tout à l'heure que donc j'avais créé une école qui s'appelle la Lab School Paris. Et dans cette école, l'idée est vraiment de construire avec les élèves, de les rendre le plus possible acteurs de leurs apprentissages. Et j'étais évidemment sensibilisée à la question de l'environnement bien avant dans mon quotidien, mais à travers l'école, on s'est déjà posé la question de savoir comment on accompagne des enfants. Pour faire autre chose que dans la formation dont je vous parlais de ICE il n'y a pas très longtemps, ils avaient le bingo de l'éducation à l'environnement. Et donc, il y avait un tableau où on voyait, par exemple, dans les écoles, on va faire un ramassage des déchets. Voilà, enfin, des choses qui sont très classiques. Et en fait, c'est comment on va un peu plus loin que ça. Et surtout, comment on leur donne des clés pour pouvoir agir à plus long terme aussi. Et donc, dans cette école, on avait depuis quelques années, on avait eu un projet Erasmus avec une école en République tchèque qui s'était appelée Bridges over Troubled Waters, qui visait à travailler sur les valeurs démocratiques et là, qui avait été montée à mon initiative et celle de ma collègue en République tchèque. Et à la fin, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Et on a demandé aux élèves. Et donc, les élèves ont dit que, on a eu 2 élèves de République tchèque, 2 élèves de France, qui ont proposé de travailler sur la question climatique. On s'est retrouvés à Munich parce que c'était à peu près à mi-chemin entre la ville où ils étaient, à Brno, en République tchèque, et puis Paris. Et on a fait vraiment 2 jours de brainstorming. Et c'est finalement les élèves qui ont rédigé le projet. Donc, c'est un projet Erasmus, hein. Ils avaient 15-16 ans à l'époque. Et donc, c'était un peu un premier pas de cette idée de empowerment. Évidemment, on les a aidés. Pour moi, la conception que j'ai de l'enseignement, on est là pour leur faire la courte échelle, finalement, pour qu'ils puissent grandir. C'est un peu un rôle d'étayage. Mais ils étaient extrêmement fiers parce qu'ils ont tout, y compris le budget, tout ça, c'est eux qui ont tout fait. Et ils ont gagné le projet. Il y avait 7 dossiers sur 47 dossiers soumis. Donc, c'était quand même un beau résultat. Ils étaient très fiers. Et donc ce projet, ben, le titre, comme on avait Bridges over Troubled Waters, on s'était dit, ça avait bien marché la musique, ça nous avait bien plu. Et donc on a cherché un autre titre de chanson et donc on s'est inspiré de We Resist, un groupe australien qui s'appelle Midnight Oil. Et le projet, lui, vise à vraiment promouvoir enfin, enfin, vous allez m'entendre employer empowering tout le temps. Et vous allez voir la semaine prochaine que Pierre-Henri Dodard, lui, préfère parler d'agentivité. Il n'aime pas trop le terme empowerment. Donc, on discutera de la validité de ces 2 termes. Et donc, l'idée était aussi d'encourager l'engagement des élèves pour plus de justice sociale, de renforcer aussi
toutes les compétences, et les compétences transversales, non seulement les compétences scolaires, mais aussi le fait de prendre confiance en soi, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lutter et voilà, toutes ces compétences transversales dont on parle beaucoup actuellement, qui sont les compétences psychosociales, et puis éventuellement aussi de pouvoir informer et sensibiliser un public plus large. C'était aussi de partir des centres d'intérêt des élèves. Et donc en pratique, on s'était appuyé sur ce qu'on avait fait dans le projet précédent, le projet sur les valeurs démocratiques. Ils avaient fait deux choses qui leur avaient bien plu, qui avaient bien marché. C'était de composer des chansons. Dans chacune des écoles, notamment à Paris, ils ont une prof de musique qui est absolument fantastique et donc ils avaient écrit trois chansons et ça leur avait bien plu et donc des chansons engagées évidemment. Et ils avaient réalisé des petits films. Donc à l'époque, c'était vraiment des petits courts-métrages de fiction de 2-3 minutes. On avait travaillé avec une jeune vidéaste. Et donc, on a décidé de garder ces deux volets. Et autre chose qu'on n'avait fait pas dans le cadre du projet Bridges over Troubled Waters, mais dans un autre cadre, on avait mené une recherche avec des jeunes élèves qui étaient vraiment co-chercheurs. C'est une recherche qui portait sur la construction de l'identité à l'adolescence, projet qui avait émergé à la faveur de l'accueil d'un jeune trans à l'école et qui avait amené tout le monde à justement, enfin tout le monde non, mais une partie des élèves à se poser des questions sur leur identité de genre, sur leur orientation sexuelle. On avait construit un groupe de travail avec un service civique et on avait ensuite lancé une recherche dans laquelle ils avaient participé à tout le processus de l'élaboration de la question de recherche jusqu'à la diffusion des résultats. On a même fait une journée d'études à l'UHESS et ils sont intervenus dans le cadre de cette journée d'études. Et c'est ça que j'entends par développer des compétences. C'est-à-dire, on fait des projets, c'est pas, on va pas juste. Enfin, c'est bien aussi d'aller ramasser des déchets, il faut le faire, hein. Mais ils font des projets par rapport auxquels ils reçoivent une reconnaissance en tant qu'individus au même titre que des adultes. Et ils sont traités comme tels. On avait un discutant qui était un collègue de l'université de Nanterre qui est venu discuter des résultats de leur étude, leur poser des questions. Et pour le projet We Resist, j'en profite pour lancer une invitation aux Parisiens, en tout cas, donc, pour ceux qui sont en ligne, on vous fera une restitution d'une autre façon, mais le projet se termine là. Ils sont en train de. Je vais vous raconter ce qu'ils sont en train de faire. Mais donc, on organise une soirée de restitution à l'EHESS le 15 décembre et dans laquelle justement les élèves, je les appelle les étudiants en fait, les élèves vous présenteront ce qu'ils ont fait, mais il y aura aussi une table ronde avec deux chercheurs. Eliane Delatour, qui est membre de l'IRIS, qui est documentariste, et Corentin Charbonnier, qui travaille donc sur le métal, qui sera notre intervenant de l'avant-dernière séance. Et là, ils viendront aussi réagir. Et pourquoi j'ai choisi ces deux personnes? Parce que les trois projets phares du projet We Resist, c'est la réalisation d'un documentaire. Je leur ai proposé de travailler sur une initiative locale et ils sont donc allés travailler sur les murs à pêche à Montreuil. Je ne sais pas si c'est un lieu que vous connaissez. C'est un lieu donc à Montreuil qui a été vraiment réapproprié par la population locale. Il y a une fédération d'associations où ils font du théâtre, ils font des projets écologiques et il y a notamment une association qui s'appelle Les Fruits défendus qui avait comme projet de départ de faire de l'agriculture urbaine et qui s'est trouvé confronté à un obstacle qui était la pollution des sols. Et les sols étaient tellement pollués avec des métaux lourds qu'ils ne pouvaient pas vraiment directement faire, en tout cas pas de l'agriculture urbaine pour vendre sur un marché comme et c'était le projet initialement. Mais ils ont rebondi, justement, ils ont fait preuve de résilience et c'est devenu aussi un terrain de recherche sur la dépollution des sols et sur aussi quelles sont les plantes qu'on peut faire pousser quand même dans des environnements pollués. Donc ils font pousser des choses et c'est analysé. Après, ils travaillent avec des chercheurs en agronomie. Donc voilà, il y aura un petit documentaire de 10-15 minutes sur ce sujet-là. Ils ont composé deux chansons, hein. Les chansons, là, on va pas forcément passer du temps à les écouter, mais je pourrais vous envoyer le lien si ça vous intéresse, hein. Une chanson qui s'appelle Greener Day et une autre chanson qui s'appelle What If We're Like Him, qui sont des chansons assez engagées et qu'ils ont enregistrées en studio. Alors, comme pour le documentaire, ce ne sont pas des résultats qui vont être professionnels parce que pour certains des élèves, ils n'avaient même jamais touché un instrument avant de composer la chanson et donc passer de l'écriture à la performance, ça a été assez enfin, une grande aventure et l'enregistrement, vous pourrez l'entendre, on voit que c'est tout à fait loin d'être professionnel, mais on a quand même fait un enregistrement en studio
Et je pense que pour mes prochains projets, j'essaierai plutôt d'envisager des collaborations entre le projet d'écriture et la performance en faisant peut-être appel à des professionnels. C'est des projets qui demandent à ce moment-là plus de moyens. Mais je pense que moi, les leçons que j'ai retenues, c'est que la limite, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, c'est peut-être de tisser plus de liens à l'image de ce qu'on fait en recherche, hein. Et c'est le troisième projet qu'on a fait. Ils sont en train de mener une enquête sur les attitudes des lycéens face à la désobéissance civile en contexte de crise climatique. Et là, j'ai vraiment travaillé, je crois que c'est ma slide suivante. Non, ça sera plus tard. Ouais, je viendrai plus tard sur le projet de recherche. On a vraiment travaillé en collaboration avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la posture du chercheur par rapport aux personnes auprès de qui on mène des enquêtes. Est-ce qu'on mène des enquêtes sur les enfants, sur les adolescents, ou est-ce qu'on mène une enquête avec les adolescents pour partir de leur questionnement et donc c'est eux là aussi qui ont choisi la question de recherche. Et pourquoi ils se sont intéressés plus à la désobéissance civile que, par exemple, au plaidoyer ou à l'activisme comme les marches pour le climat, c'est que finalement, les marches pour le climat, ça va être consensuel. Tout le monde, enfin, personne peut être contre le fait d'aller manifester pour le climat. Par contre, les actions comme d'aller jeter de la soupe à la tomate sur un tableau dans un musée, même si c'est sur les vitres et donc ça endommage pas le tableau lui-même, c'est pas aussi consensuel. Et donc, on se demandait quels pouvaient être les facteurs. J'ai quelques idées sur la question parce qu'il y a déjà des recherches, mais quels pouvaient être les facteurs qui amenaient la différence de regard qu'on pouvait porter sur l'activisme, pardon, sur la désobéissance civile. Alors, je crois que je suis en train de chercher ce que j'avais sur la désobéissance civile. Oui, mes slides sont. Je suis plus d'accord avec moi-même une fois de plus. Mes slides sont un peu dans le désordre. Je vais aller sur une slide un peu plus loin. Euh, Voilà. Voilà, ce dont je voulais parler, c'est de la distinction justement entre ces trois niveaux qu'on peut appeler advocacy. Donc ça, c'est simplement le plaidoyer. L'activisme, le fait par exemple, faire des marches et qui sont en général des choses. Alors, vous allez voir, il y a des classifications qui peuvent être assez complexes, hein. Je vous ai donné ça, pas pour rentrer dans le détail, mais pour qu'on puisse commencer à avoir des pistes de réflexion par rapport à des cadres théoriques. Si vous les connaissez, déjà, n'hésitez pas à intervenir pour élaborer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui se font en collaboration ou en confrontation. Et donc, c'est la différence entre le plaidoyer ou l'activisme qui est plutôt en collaboration et la désobéissance civile qui va être plutôt en confrontation. Et puis des niveaux, est-ce que c'est au niveau individuel? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que ce sont des coalitions, des fédérations? Est-ce que c'est au niveau institutionnel? Et évidemment, c'est à l'aide de toutes les interventions individuelles et collectives qu'on va pouvoir changer les choses. Mais je trouvais intéressant de voir qu'il y avait voilà, c'est des gens qui avaient réfléchi à quels sont les types d'actions. Et pour la désobéissance civile, la définition qu'ils ont retenue, qui, je vous donne en français, mais c'est dans une étude en anglais, l'objectif, c'est défini comme un acte public non violent politique, contraire à la loi quand même, menée pour communiquer l'opposition à la loi et à la politique d'un gouvernement. Donc ça exclut les interventions qui sont violentes, hein. Donc ici, on a un autre article, mais que j'ai donc de Sovacool et Dunlap dont j'ai juste repris là aussi la classification, pas pour rentrer dans le détail, mais pour vous montrer cette gradation entre les interventions non violentes qui sont dans des procédures formelles, comme organiser une manifestation, la création, Alternative Knowledge Creation, on peut penser par exemple à Extinction Rebellion, qui font des actions avec des personnes qui se déguisent, qui sont des interventions artistiques aussi. Et puis après,
à l'extrémité, à l'autre extrémité, des sabotages, pensez au sabotage de pipeline, choses comme ça, ou des interventions armées qui sont pas du tout celles auxquelles on pense dans cette idée de désobéissance civile. La notion de non-violence reste extrêmement importante. Et alors, ce que je voulais vous proposer aussi, c'est de remplir le questionnaire. Je vais faire mon autocritique peut-être avant de vous le donner. On s'est inspiré d'un certain nombre de questionnaires existants, mais qui portaient pas sur l'éducation, qui n'étaient pas destinés à des lycéens. Et les élèves les ont cherchés, j'ai regardé avec eux, et puis c'est toujours difficile de créer un nouveau questionnaire et de l'adapter. Notamment, on avait un questionnaire qui était sur l'attitude par rapport aux athlètes dans des clubs qui sont activistes. Et parmi les questions, il y avait est-ce que un athlète activiste doit être exclu du club? Et c'est une question alors activiste au sens de désobéissance civile, hein. Est-ce qu'il faut l'exclure du club? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça pose problème aussi de discuter? Ça peut créer des tensions à l'intérieur du club qui sont délétères par rapport à la performance. Donc, c'était ce genre de questions. Ils ont voulu le transposer à la communauté scolaire, hein. Est-ce que ça peut susciter des tensions au sein de l'école? Et effectivement, ça peut susciter des tensions. Je reviens à la question de notre rapport à l'animal. J'ai assisté à des débats qui pouvaient être un peu tendus entre les végétariens élèves, végétariens véganes un peu engagés, et puis d'autres qui disaient, oui, mais la viande, c'est bon, hein. Voilà, donc on peut avoir des choses. Et donc, c'est aussi des occasions d'apprendre. Évidemment, les tensions, ça fait partie des luttes. Et donc, c'est comment au sein d'un groupe, on apprend à dialoguer, à débattre, à être en désaccord et à convaincre, se remettre en question, évoluer. Donc, je trouve que la transposition n'est pas idéale, mais on l'a gardée quand même. Et pour l'instant, on a à peu près 300 réponses. Là, ce que je vous propose de faire, puisque le questionnaire est destiné normalement à des lycéens jusqu'à 19 ans, c'est d'y répondre maintenant. Et les personnes en ligne aussi, quel que soit votre âge, je saurai que pendant cette tranche de temps, il y aura a priori pas de vrais lycéens qui auront répondu. Donc, je les exclurai, j'exclurai vos réponses. Mais peut-être ça nous donnera, après on est à peu près une trentaine, ça nous donnera un petit échantillon des personnes qui sont à l'intérieur de ces séminaires et puis on pourra partager les données si ça vous intéresse. Donc je vais arrêter de partager mon écran et je vais le mettre là aussi dans le chat, hein, le lien, pour que vous puissiez aller y répondre. Et je vais vous donner, comme ça on verra aussi combien de temps ça prend. Normalement ça prend 10 minutes, je pense à peu près. Alors, il est en français, en anglais. Là, dans le chat, je vais vous mettre d'abord le français, puis je vais aller rechercher l'anglais pour ceux qui préfèrent répondre en anglais, pour qui c'est plus facile. Il y a en tchèque aussi, mais il n'y a personne, il n'y a pas de locuteur de tchèque, hein, ici. Voilà, donc je vais couper ma caméra et le micro pendant quelques minutes. Je vous laisse répondre, hein, et puis quand on a fini, on revient. Voilà, je crois que on a plus ou moins, en tout cas, certains commencent à avoir fini. Vous en avez encore beaucoup? You still have a lot to fill? Well, you can go on. Ok. En ligne, ça va aussi, vous en êtes sorti? Si vous n'avez Oui, pas très bien. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez continuer hein, pendant que on parle, c'est pas forcément un grand problème. Euh, Voilà, je voulais vous parler un petit peu du processus aussi, parce que quand on a travaillé avec les élèves, au début, ils avaient plein d'idées, ils voulaient travailler aussi éventuellement sur la question de l'éco-anxiété, l'anxiété climatique. Et donc, c'est là où moi, je suis peut-être un peu intervenue, parce que j'avais vraiment envie que le projet soit quelque chose qui ne les déprime pas davantage. Leur première idée, c'était même d'aller travailler sur pourquoi certaines personnes n'étaient pas sensibilisées ou difficile à sensibiliser aux actions à prendre, au changement de comportement. Et j'ai eu un petit peu peur que ils étaient surtout confrontés à des personnes qui étaient en résistance, alors que ben, ils n'ont pas forcément plus que quelqu'un d'autre la possibilité d'agir directement, que ce soit un peu déprimant. Donc j'ai quand même un petit peu orienté
discussion, mais je vous ai mis le tableau de début où donc ils ont voulu travailler sur la question des réactions émotionnelles. Après, ils se sont dit, est-ce qu'on va travailler sur les femmes? Est-ce qu'on va travailler sur les voix qui sont pas tellement entendues? Dans quelle discipline on s'inscrit? Est-ce que c'est de la sociologie? Est-ce qu'on fait du quantitatif, du qualitatif? Est-ce qu'on fait de la comparaison? Donc, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et puis, la phrase de la fin, enfin, le sujet de la fin, c'était Emotional Attitudes Toward Activism et towards activism against climate change. Et donc, au bout de quelques temps, ils ont commencé leur revue de littérature, ils ont commencé à regarder aussi les cadres conceptuels, les définitions des termes, et puis ben, ils se sont dit qu'il fallait un petit peu réduire, et notamment une question qui est sortie, et ça je les avais vraiment laissé faire le cheminement, c'est qu'est-ce qu'on entend par emotional attitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, enfin on voit le terme employé, mais ils se sont dit voilà, il nous faut un vrai concept, donc finalement c'est comme ça qu'ils ont décidé de travailler que sur les attitudes elles-mêmes en enlevant la notion emotional attitude et attitude, et ils ont ajouté une question sur les émotions par ailleurs. Donc ils ont séparé les deux. Au début aussi, ils voulaient faire une enquête sur la population de la Terre entière et comparer entre les plus jeunes et les plus âgés. Et on s'est dit, voilà, quelle est notre force d'action aussi, parce que trouver des personnes qui répondent à un questionnaire, ça veut dire diffuser l'information, sauf à aller chercher des grands influenceurs sur Internet, c'était difficile de trouver des personnes pour répondre. Donc, ils ont décidé de se concentrer sur la population des lycéens. Ils ont cherché donc les outils existants. Et puis, pour éviter justement les truismes, de se dire, bah, évidemment, tout le monde est pour les marches pour le climat, ben, c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à travailler sur la désobéissance civile. Donc, il y a eu tout un cheminement qui est finalement pas si différent des cheminements que vous opérez certainement quand vous définissez vos projets de recherche et où probablement au fur et à mesure que vous allez continuer à avancer, vous allez encore avoir des moments où ben, finalement, vous réorientez, vous restreignez. Donc, je trouvais intéressant ils sont maintenant en terminale, ceux avec qui on fait ce projet-là. Ils étaient en seconde quand on a élaboré le projet. Il y a une grande partie qui a été faite l'année dernière. Donc là, ils sont en même temps dans les affres du bac et la collecte de données. Et ça, je vous ai déjà montré. Et donc, voilà, les questionnaires sur lesquels ils se sont basés. Ils ont trouvé des questionnaires. L'une de leurs questions, c'était aussi de se demander si il y avait un lien entre la vision que les gens pouvaient avoir de l'activisme et les connaissances qu'ils ont par rapport au climat. Donc, ils avaient un test sur les connaissances qu'on peut avoir sur le climat et ses changements. And it's a Polish questionnaire Mhm. originally. Tucholska? Tucholska, sorry. Une adaptation de Inventory of Current Pro-Environmental Activities, also Tucholsky. It's in the same paper, actually. Alors, leur autre question, c'était est-ce que selon les opinions politiques des gens, s'ils sont plus de gauche, plus de droite, est-ce qu'ils vont avoir un regard différent sur la désobéissance civile? Bon, c'est un petit peu couru d'avance, mais encore faut-il le démontrer, hein. Bourdieu disait toujours que les sociologues ne font que démontrer ce que tout le monde sait déjà par le sens commun. Et plutôt que de demander directement est-ce que vous vous situez plutôt à droite ou à gauche de l'échiquier politique ou avec la désirabilité sociale, personne. En tout cas, beaucoup de gens risquent de donner une réponse qui sera un peu biaisée. Ils ont choisi de prendre une échelle de justice sociale dont on sait que la sensibilité à la justice sociale est généralement corrélée avec les opinions politiques. Donc, c'était une manière un peu détournée d'aborder cette question de la politique. Et ils ont adapté le fameux questionnaire dont je parlais tout à l'heure sur l'activisme des athlètes, qui, bon, pour moi, n'est pas forcément complètement convaincant. Je sais pas, donc du coup, je vous dis tout ça, mais c'est pour avoir votre retour aussi, maintenant que vous avez répondu au questionnaire. C'est totalement ce que tu viens de dire sur le parallèle entre la sensibilité à la justice sociale et l'échiquier politique. Au moment d'y répondre, je me suis dit, là, ils essayent de savoir quelque chose sur moi. Ouais, il y a des chercheurs à qui rien n'échappe. Donc, merci de me l'avoir confirmé. Bah, merci d'y avoir pensé, c'est bien de remplir les questionnaires avec un regard critique aussi. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est par rapport aux désobéissances civiles, les différentes émotions liées, me dégoûte, me rend joyeuse. Mm, mm. Voilà.
Oui, et Ça, c'est ma ça question. vous a, ça vous a surpris? Bah, mais il y a des gens que ça peut vraiment agacer ou qui sont vraiment contre, donc ça peut les mettre en colère, et d'autres gens, au contraire, qui se sentent voilà, Le empowered, pouvoir quoi. même, c'est fort. C'est aussi parce que ça fait partie de la méthode de s'appuyer sur des outils existants dans la mesure du possible. Et dans le questionnaire sur les émotions, il y avait aussi ça. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure la possibilité, j'ai pas encore regardé les résultats, mais on ne peut pas exclure la possibilité qu'il y ait des gens que ça dégoûte, en fait. De, de voir quelqu'un jeter de la soupe sur un tableau de Van Gogh, peut-être il y a des personnes que ça peut dégoûter, je sais pas. Moi non, hein, mais je sais que le questionnaire sur les émotions questionne, il y a des gens d'abord que ça pour qui c'est inconfortable de parler des émotions, des gens qui ont trouvé qu'il y avait un peu trop de d'émotions différentes et qui ne voyaient pas forcément la différence entre les émotions. Ça fait partie des retours qu'on a déjà eus. Oui, Ouais, Marius? sur la dernière partie du questionnaire, beaucoup de questions qui sont assez proches. Oui. Finalement, c'est comment est-ce que vous allez analyser ça? Qu'est-ce que vous allez réussir à tirer des réponses? Alors, ben, pour l'instant, on n'a pas encore regardé parce qu'on est en pleine collecte, de données. Mais ce qu'on espère pouvoir en tirer, à mon avis, on va corroborer des recherches, existantes, hein, je crois que j'ai quelque chose après là-dessus. J'en parlerai tout à l'heure. Déjà, c'est un exercice pour voir comment ça marche, mais j'imagine qu'on va quand même voir que les personnes qui ont, le plus de, si on peut dire, d'affinité avec la désobéissance civile ou plus de tolérance ou que ça rend peut-être joyeux ou à qui ça donne de l'espoir, hein, vont être a priori des gens qui aussi vont avoir, une vision, dans l'échelle de social justice qui vont coter assez haut. Et qui vont pas forcément vouloir qu'on exclue du débat des personnes. C'est les questions, je disais tout à l'heure, que je trouvais les plus malheureuses. Ils vont pas vouloir qu'on exclue de la communauté scolaire une personne qui serait activiste. D'autres retours? Ça aurait plus été par rapport au niveau de langue, où enfin, il y a quand même des choses qui sont assez conceptuelles si on s'adresse notamment à des lycéens qui ne sont pas spécialement sensibilisés à ça. Ou je sais pas si quand ils le remplissent, il y a quelqu'un à côté qui peut expliquer s'il y a des questions ou quoi, mais Mmh. C'est une bonne question. On a eu beaucoup, c'est une des choses qui m'a frappée, je pense que c'est lié à exactement ce que vous dites. On a eu beaucoup d'abandons. On a pour l'instant à peu près 300 réponses complètes, 300 réponses incomplètes. Donc à peu près la moitié des gens qui répondent laissent tomber en cours de route. Ça veut dire que soit c'est trop long, soit à un moment, enfin, pour qu'on aille jusqu'au bout d'un questionnaire, il faut aussi que ça vienne répondre à nos préoccupations et peut-être même nous faire réfléchir. Il y a quelques années, j'avais fait un questionnaire pour les doctorants et les retours que j'avais eus qualitatifs à la fin, c'était, bah, ça m'a fait réfléchir à mon expérience doctorale et tout ça. Donc là, j'avais eu 2000 réponses et j'avais eu beaucoup moins. J'avais pas eu la moitié de gens qui abandonnaient en cours de route. Donc je pense que ça, c'est aussi un des points faibles de ce questionnaire. C'est très exploratoire, hein. L'idée, c'est de publier. Ils sont en train d'écrire et d'ailleurs, là, j'ai toute la revue de littérature, hein, qui a été faite en grande partie par un des étudiants. Et donc je vous lirai une partie parce que je la trouve particulièrement intéressante sur les cadres théoriques. Et ça répond un peu aussi à la question de Marius, peut-être. Euh, donc l'idée, c'est de faire sur un petit échantillon avec ce questionnaire imparfait une première étude qui va être publiée dans probablement la revue des écoles laboratoires, hein, qui est une revue certes peer-reviewed, donc c'est quand même une vraie revue avec un comité qui va nous faire des retours, qui va peut-être refuser l'article, hein. Mais donc ils auront la vraie expérience de publication, mais on va pas publier dans un revue avec un impact factor super élevé du premier quartile. C'est pas encore pour cette fois. Peut-être pour plus tard. N'hésitez pas à prendre la parole en ligne aussi, hein, si vous avez d'autres retours que celui qu'on a eu. Du coup, je ne sais pas dans quel ordre je fais, mais peut-être je vous parle justement de ce cadre théorique, hein, qui est l'un des éléments qui nous a semblé important. Ça s'appelle des Social Identity Model of Collective Action, SIMCA, qui a été développé par un chercheur néerlandais, j'imagine, qui s'appelle Van Sommeren.
Ils utilisent trois facteurs hein, par rapport à l'identité sociale. Bon, social identity, c'est aussi un cadre théorique qui a été développé dans les années 70 par un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Tatchfeld et qui montrait que comment on construit son identité sociale par rapport à un groupe et par rapport à des groupes qui sont ce qu'ils appellent in-group, notre groupe dans lequel on a un sentiment d'appartenance, et par rapport à un out-group, le groupe à l'extérieur. Et ça peut expliquer toutes sortes de dynamiques sociales. Donc, il s'est appuyé là-dessus et il a défini trois facteurs, hein, l'injustice perçue, l'efficacité collective et justement l'identité sociale pour expliquer pourquoi les individus choisissent ou non de participer à une action collective. Et donc, ils ont fait une méta-analyse qui couvrait 182 études. Ils ont montré que chacune de ces trois variables, l'injustice perçue, l'efficacité collective et l'identité sociale, avait un effet de taille moyenne, mais statistiquement indépendant sur l'action collective. Et donc l'identité sociale, c'était le prédicteur le plus constant, on le trouvait partout. Mais le modèle montrait que ce qu'il appelait l'injustice affective, donc un sentiment d'injustice qui est accompagné d'une activation émotionnelle, a un effet plus marqué que l'injustice non affective. Vous diriez que c'est quoi l'injustice affective par rapport à non affective, comme ça intuitivement Une situation où ça fait écho à quelque chose de personnel. Exactement. Donc voilà, il se passe quelque chose qui nous touche à titre personnel, des inondations à Valence, si vous avez de la famille à Valence, vous allez peut-être réagir de manière différente de ce qui peut se passer à l'autre bout du monde, par exemple. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est un moteur plus puissant, évidemment, cette activité, cet sentiment d'injustice affective, hein, lorsqu'elle est dirigée contre un groupe auquel on s'identifie. Et ça s'applique aussi dans le cadre de la colère ou de l'émotion qui peut être ressentie par rapport à un groupe politique ou un groupe d'action dans lequel on appartient ou on a un sentiment d'appartenance. Et ça va faire réagir plus que, par exemple, la simple connaissance de la dégradation des conditions environnementales. On vous apprend qu'on a franchi encore une des limites, la septième, l'acidification des océans ou que sais-je. Ben, si vous n'avez pas un rapport particulier à l'océan, ça va être une connaissance. Si à un moment vous dites, mais voilà, ça a telle et telle conséquence, et qui va me toucher personnellement pour telle et telle raison, ça peut avoir un autre effet. Et donc, ce que dit Van Someren, c'est dans le cadre du mouvement climatique, ce cadre suggère que les adolescents qui s'identifient à des groupes activistes et ressentent une colère collective face à l'inaction institutionnelle croient que la protestation peut faire une différence. Ces adolescents-là sont plus susceptibles de soutenir ou de s'engager dans la désobéissance civile. Donc voilà un des facteurs qu'on espère pouvoir mettre en lien avec ça, soit à partir des questions sur les activités pro-environnementales ou l'échelle de justice sociale, soit à partir des questions qualitatives qu'on va avoir à la fin des témoignages. Voilà, donc je pourrais vous en dire un peu plus là-dessus, mais je trouve que c'était intéressant, c'est eux qui l'ont trouvé aussi, c'était intéressant qu'ils aillent chercher des cadres théoriques qui vont leur permettre de faire leur analyse des résultats. Et à partir de là, ben, moi, je vais vous parler un petit peu aussi de comment moi, je me positionne par rapport à ça. Quelque chose de très courant, en particulier en France, on est très en retard sur les notions de ce qu'on appelle les recherches-actions. Et donc là, j'ai repris un cadre théorique d'une publication de 2017 qui est centré a priori plus sur les écoles laboratoires, sur les lab schools, mais qui en fait peut être valable pour toutes sortes de recherches, et y compris les recherches que vous pouvez mener vous par rapport à vos terrains de recherche, hein, où vous aurez tous et toutes à écrire une partie réflexive sur le positionnement du chercheur par rapport au terrain. Donc, dans ces recherches sur l'éducation, on a un continuum parce que c'est pas forcément, les frontières peuvent être un peu fluides, hein, mais entre ce qu'on appelle les recherches qui sont complètement pilotées par des universitaires, donc ça peut être des recherches de laboratoire, ça peut être des chercheurs qui viennent faire des observations dans des classes, mais en ayant complètement construit leur protocole sans consulter les enseignants auprès de qui ils vont aller collecter des données.
c'est quelque chose qui suscite pas mal de résistance de la part des acteurs sociaux, de la part, en l'occurrence là, des enseignants, qui disent, ouais, non, mais vous, les chercheurs, vous venez dans les classes, on est obligé de tout organiser pour vous permettre de collecter vos données, après vous repartez dans vos laboratoires, vous écrivez des articles dans des revues que nous, on n'a pas le temps de lire, et vos recherches ne nous servent à rien. Hein, donc c'est quelque chose que j'ai assez souvent entendu. À l'autre extrême du continuum, on peut avoir des recherches qui sont pilotées entièrement par les enseignants, un peu comme celle qu'on a menée avec les élèves, c'est-à-dire c'est la construction de la question de recherche, la collecte de données, tout le cadre, la construction du cadre théorique aussi, l'analyse des données, la diffusion des résultats, l'écriture d'articles. Je ne sais pas comment les enseignants font, parce que c'est déjà extrêmement éprouvant et épuisant d'être enseignant, mais certains réussissent à faire ça en plus. Ou alors parfois il y a des cadres aussi, je pense à la Lab School de Bielefeld en Allemagne par exemple, où les enseignants peuvent avoir un congé à certains moments pour un projet spécifique et notamment pour publier des résultats de leurs travaux. Donc ça c'est aussi des politiques à mener et finalement à des niveaux qui nous dépassent un peu, de laisser du temps aux enseignants pour se poser, prendre du recul, analyser leurs résultats. Donc ça serait dans un monde idéal. Et puis entre les deux, il y a toutes les collaborations qu'on peut avoir avec les acteurs sociaux et où les enseignants peuvent devenir eux aussi des co-chercheurs. Et ça suppose aussi pour les chercheurs de changer de posture, de sortir d'une posture surplombante où on va expliquer le monde aux personnes qu'on observe et on va plutôt construire les savoirs ensemble, les valider aussi. Les chercheurs peuvent apporter des suggestions, des questions. Les acteurs sociaux ne vont pas forcément avoir connaissance de cadres théoriques, mais ils vont apporter d'autres choses, apporter des idées et valider ou corroborer ces cadres théoriques qui existent, qui ont été élaborés par les chercheurs, ou les enrichir en montrant que finalement les modèles ont leurs limites. Et finalement, on est dans un processus de recherche qui est en construction permanente. Et moi, je trouve que c'est l'approche qui est la plus intéressante, donc c'est celle que j'essaye d'adopter depuis plusieurs années, qui est, je vous le dis parce que c'est important de savoir aussi, qui n'est pas forcément la plus valorisée, en particulier en France. Et donc, si vous envisagez de faire de la recherche plus tard aussi, donc ça veut dire finir après votre mémoire, faire une thèse, faire un, un doctorat, une recherche doctorale et chercher un poste à l'université après, c'est éventuellement une question à vous poser aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est la voie la plus directe pour avoir un poste. Et je pense en particulier à un collègue il y a quelques années qui a eu du mal à trouver un poste en France. Il est au Québec maintenant, il est à l'UQAM, donc il y a des postes, mais le temps que la France prenne la mesure de l'importance de cette approche, peut-être que ça peut prendre encore un peu de temps pour avoir facilement un poste en France. L'autre point que je voulais aborder aussi sur la posture du chercheur, c'est comment on fait des recherches avec des enfants. Ça pose toutes sortes de questions éthiques parce que même si on essaye d'être dans une posture et une construction d'une relation qui est aussi symétrique que possible, qu'on le veuille ou non, on a forcément un rapport qui peut être un peu biaisé aussi. Et en fait, c'est que depuis vraiment les années 2000 que l'idée d'associer des enfants vraiment en tant que co-chercheurs à des projets de recherche a fait l'objet d'une réflexion et d'une pratique. Moi, j'avais invité il y a quelques années une chercheuse de Suisse qui s'appelle Zoé Moody, qui elle avait travaillé avec des enfants encore plus jeunes sur le sentiment de sécurité sur le chemin de l'école. Donc là, ils avaient mis en place aussi un protocole. Pour les enfants, c'est très valorisant, mais on peut avoir, par exemple, pour biais que même s'ils sentent qu'ils n'ont plus très envie de continuer à participer, ils se sentent obligés de rester pour faire plaisir aux chercheurs, parce qu'ils osent pas dire. Dans les réponses, les apports, il peut y avoir aussi le fait que il va y avoir là encore une désirabilité sociale. Ils vont répondre ce qu'ils pensent que les chercheurs ont envie d'entendre. Donc c'est vraiment important de garder en tête cette dissymétrie des relations enfants-adultes, s'assurer que la participation des enfants se fait vraiment en toute sécurité, avec leur consentement, dans le respect de l'équipe de recherche, et puis avec évidemment la possibilité d'interrompre leur participation à tout moment. S'ils ont moins de 16 ans, en plus, ils ne sont pas majeurs, c'est-à-dire qu'il faut aussi un consentement des parents pour leur permettre de participer à l'étude. À partir de 16 ans, ils peuvent donner le consentement tout seuls. Et donc, ça pose vraiment des questions éthiques qui sont tout à fait intéressantes.
Et mon expérience là avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est un peu faussé parce qu'il se trouve que ce sont des enfants qui sont à la Lab School pour certains depuis qu'ils étaient en CE2 ou CM1, d'autres depuis qu'ils sont en sixième. Donc, ils me connaissent depuis longtemps et donc ils ont vraiment co-construit l'école. C'est pas seulement la recherche, ils ont participé à la construction de l'école, ils ont participé à un processus d'accréditation du baccalauréat international et où ils ont été très impliqués. Donc, on a une relation qui est déjà aussi symétrique qu'elle peut l'être dans un rapport où je reste quand même la fondatrice de l'école et eux des élèves. Donc là, je pense que le problème se posait pas trop, mais de manière plus générale, c'est tout à fait important. Est-ce que vous avez eu des expériences de recherche? Je pose aussi la question aux personnes qui sont en ligne, hein, pour que vous puissiez prendre la parole. Des expériences de recherche avec des chercheurs non chercheurs à plein temps, dans le cadre de recherche-action, ou que ce soit des enfants, des adultes, ça vous est déjà arrivé? Donc ça m'est pas arrivé, mais c'est un peu comme ça que je pense prêter mon terrain, Mm, par des ateliers de cartographie avec des enfants. Et donc, super. moi j'ai un peu plus le problème, c'est un peu ce que je relevais dans le questionnaire aussi, de l'accessibilité de ce qu'on va discuter, arriver à intéresser. Mm. Vous avez déjà les écoles avec qui, les enfants avec qui vous avez travaillé? Super. Chez moi, j'étais au Japon, au collège, et là-bas, j'ai fait l'entretien distance avec les écoles. Mais c'était vraiment dur, plutôt, les écoles japonaises, c'est vraiment fermé aux chercheurs pour les personnes extérieures. Donc, c'est vraiment négociation, ça prend du temps, et aussi comment poser des questions aux élèves, comment comprendre le monde vécu, véritablement vécu des élèves. C'est aussi assez difficile parce que ma recherche se concentrait sur la concurrence. Mais Mm, les élèves, qu'est-ce que c'est la concurrence pour les bien élèves? sûr. Poser des questions, c'est vraiment, il faut autre manière de poser des questions. Donc voilà, Mm, c'était ouais, vraiment, oui, expérience importante, mais c'était vraiment dur. Ouais. c'est dur. En ligne, il y a quelqu'un qui dit oui dans le cadre des Master MEF, hein, effectivement, formation initiale. Annette, est-ce que vous voulez prendre la parole, en parler un peu plus ou c'était juste cette information? Je peux faire ça rapidement. Oui, ça fait plusieurs années qu'on a assez l'habitude de travailler comme ça avec des enseignants au cours du mémoire, parce que là, c'est là qu'on a le plus de temps pour vraiment rentrer un peu dans un sujet. Sinon, c'est très très difficile hein, dans la formation initiale. Et après, ça devient vraiment intéressant avec ce qu'on appelle les MEF4, donc les Master MEF, où se présentent des collègues déjà en général assez expérimentés, qui reviennent en master. Et ils ont des projets qui sont vraiment co-construits avec le chercheur ou des chercheurs, des projets transdisciplinaires aussi. Là, on arrive à faire des choses intéressantes, mais ça devient de plus en plus compliqué, hein, parce que l'institution nous ferme toutes les portes aussi. Maintenant, quand on a des enseignants volontaires qui voudraient très bien qu'on vienne dans la classe, ils sont obligés maintenant de faire une déclaration auprès du rectorat qui interdit strictement toute collaboration avec l'INSPE. Donc, c'est Ah l'état oui, des choses aujourd'hui. l'enfer. Vous êtes où? Quelle ligne de fait? À Nantes. Bon. Non, mais Ouais. effectivement, c'est de plus en plus compliqué, mais c'est quelque chose qui est largement partagé à l'étranger. C'est pas forcément les rectorats qui ferment les portes, mais on a besoin toujours de faire des demandes à des instances, à des comités d'éthique et tout ça. Et en fait, à l'échelle d'une année scolaire, hein, le temps d'obtenir l'autorisation du comité d'éthique, l'année est terminée. Donc, voilà, c'est de plus en plus compliqué, effectivement, de Très faire long. des... Ouais. Mm. Lisa, vous vouliez intervenir, hein? Allez-y. Oui, oui. Donc moi, j'ai connu des expériences que j'ai fini par appeler des exercices parce que c'était en fait dans le cadre de mon enseignement. Donc en tant que professeur d'histoire, je faisais avec des élèves des exercices en classe et qui sont rentrés en fait dans ma thèse de doctorat finalement. Et donc j'ai rencontré tous les problèmes que vous avez énoncés, même si je me suis demandé quel exercice n'a pas quand même des biais, des risques, des avantages, des désavantages. Donc, j'ai pris le parti de expliciter autant aux élèves, autant dans ma thèse de doctorat,
tout le contexte pour dire il faut lire maintenant ces comptes rendus d'exercice à la lumière de tous ces biais, tous ces risques, etc. Mais il n'y a pas de solution de toute façon, à mon sens. Et effectivement, j'ai reçu des critiques parce que c'était pas des expériences considérables comme scientifiques. Mais en même temps, j'ai dit, c'est pas le but non plus. Ça maintient un cadre suffisamment naturel pour qu'elles prennent de la valeur. Parce que quand après on fait des expériences dans un cadre plus artificiel, Mm. on a d'autres désavantages en même temps. Exactement. Ouais. Donc, voilà. Oui, ben, je suis entièrement d'accord avec vous et ça illustre exactement ce que je disais tout à l'heure, que dans le cadre de quelque chose d'un peu collaboratif, on va vous reprocher un manque de rigueur méthodologique, alors qu'on sait très bien que le cadre du laboratoire, en général, les résultats du laboratoire ne sont pas répliqués en contexte écologique. Donc, l'idée d'avoir une vraie expérimentation en contexte écologique, et donc, visiblement, de ce que j'entends, vous êtes une enseignante qui mène ses propres recherches et va jusqu'à à les publier. Donc, vous étiez complètement dans le côté droit de mon continuum de tout à l'heure. Je vois Catherine qui parle de ses recherches auprès des enfants et des enseignants, mais qui va intervenir au mois de janvier. Donc, tu vas tout nous raconter, Catherine. Donc, si tu veux prendre la parole, tu peux aussi. Mais je sais qu'on t'entendra plus en détail. Bah oui, oui, non, mais c'était juste pour très rapidement, en fait, parce que je me demandais où je positionnais moi ma recherche par rapport à la diagramme que tu as mis. Et en fait, un des objectifs vraiment de ma recherche, c'était de permettre aux enfants d'être actifs, ou de considérer les enfants comme les acteurs de leur propre expérience éducative, socialisateur, en fait, et non pas comme des objets. Mais en même temps, et là c'est un petit peu un paradoxe en fait de la relation de recherche, j'ai quand même apporté moi mon sujet, mon problématique, etc. Donc en fait il y a cette question de l'imposition de la question de recherche à laquelle je ne suis pas sûre qu'on peut complètement échapper. Parce que en fait, en vrai, ça dépend de type de recherche qu'on mène. Quand on est dans l'objet, la question de recherche-action, et il s'agit vraiment de poser des questions qui sont pertinentes pour eux, ça, c'est une chose. Alors moi, je suis venue avec des questions qui sont pas du tout des questions qu'on se pose tous les jours. Mais ça veut pas dire que du coup, les enfants n'ont pas, que j'ai interviewé, n'avaient pas des choses à dire dessus. Et au contraire, c'était intéressant d'aller les chercher sur des terrains qui sont pas, je travaille sur la politique, euh, des questions qu'ils n'ont pas l'habitude de poser. Donc, Ben, c'est voilà. exactement dans le continuum. Je pense qu'on pourrait, bon là j'ai mis recherche pilotée par des universitaires assistés par des enseignants. C'est un peu ce niveau-là, sauf que c'est assisté par les enfants. Euh, Mm. c'est toi qui amènes ta question de recherche, hein, et par contre tu demandes l'avis des personnes avec qui tu travailles. Tu imposes pas un protocole de l'extérieur. Et de l'autre côté, j'ai pas beaucoup commenté le continuum, mais de l'autre côté, c'est au contraire les enseignants qui sont demandeurs, qui disent, voilà, nous, on a des questions, des difficultés. Moi, j'ai accompagné une circonscription à un moment qui voulait travailler sur comment on devient une circonscription apprenante, hein. C'était à l'époque Blanquer qui avait mis le terme apprenant un peu à toutes les sauces. Et donc, ils voulaient devenir une circonscription apprenante et ils avaient besoin d'un chercheur pour les accompagner dans la réflexion, leur donner éventuellement des éléments de cadre théorique, hein. J'ai aussi accompagné une école maternelle sur la question des émotions, les émotions de l'enfant. Et donc là, c'est vraiment, on part des questionnements des enseignants par rapport à leur activité et puis on apporte des éléments théoriques. Eux mettent en place des choses et on évalue ensemble. Et donc, c'est comme ça que le savoir se construit en même temps qu'on construit de l'action, enfin qu'on met en place des actions. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de faire des travaux qui ont un effet sur le terrain immédiat et qui sont pas seulement des travaux théoriques et dont on ne sait pas trop finalement s'ils auront une utilité un jour. Donc, je ne sais pas comment tu vois ça. Enfin, moi, je te mettrais, enfin, je verrais ça assez plutôt du côté des recherches pilotées par l'universitaire dans le sens où c'est toi qui amènes la question de recherche, mais en collaboration avec. C'est ça la question enfin, pour moi, je trouve ça intéressant, c'est que où est la collaboration, en fait, finalement, parce que à la fois, en fait, dans le cadre de ces recherches en particulier, là, ça va être un petit peu différent dans le projet que je mène actuellement, mais j'ai aussi amené le protocole de recherche qui était
vraiment conceptualisé pour essayer de comprendre l'enfant comme un être à la fois psychologique, social, émotionnel, culturel, de le voir et de le considérer dans tous ces aspects, mais qui finalement et qui sollicitait la vie et qui prenait au sérieux l'idée que les enfants peuvent avoir une vision contribution même à la recherche Mm, abstraite, la recherche pure, mm, mm, voilà, et c'est vraiment une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau de recherche. tout à Et fait. donc voilà, est-ce que ça peut avoir une utilité réelle? Bah, comme toute recherche, je pense que ça, ça finit par influencer d'autres recherches peut-être plus appliquées aussi, Oui, tout à fait. euh, Mais je- in fine. Mais voilà, je sais pas, du coup, un peu dans le carré, je me vois plus dans le à ouais. propos des enfants, en fait, finalement, parce que c'était pas vraiment un protocole qui était construit avec les enfants, même si, en fait, elle était indirectement parce qu'il s'inspirait d'un travail exploratoire. Donc, en fait, il y a une espèce de aller-retour. Mm, mm. Voilà, mais oui, plus à propos, mais voilà, en fait, enfin, du coup, j'ai des réflexions comme ça par rapport à des schémas que vous avez donnés, donc, voilà, Mm. On bref. a, j'aurais pu multiplier les schémas. Il y a aussi tout le cercle d'une recherche-action avec une démarche itérative, en fait, où on part d'un sujet et puis on essaye des choses et puis on revient et ça, c'est une sorte de spirale. Donc, je ne voulais pas non plus vous noyer sous les schémas et les petits dessins. Mais tu as dit quelque chose qui résonne beaucoup, qui me semble très important, c'est prendre la parole des enfants au sérieux. Et je pense qu'on pourrait peut-être conclure le séminaire là-dessus. Ça me semble vraiment important de prendre la parole des enfants au sérieux aussi par rapport à toutes ces questions d'éducation. Je vous proposais qu'on s'arrête là pour que je puisse finir avec les étudiants qui sont dans la salle sur la question de la validation et des questions qui ne sont pas forcément d'intérêt général. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine donc, pour l'intervention de Pierre-Henri Dodard. Et puis, je vous enverrai la présentation. Vous verrez sur la présentation, je me doutais qu'on n'aurait pas le temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai mis une série de slides en anglais avec quelques cadres théoriques sur les adolescents comme agents de changement. Vous pourrez jeter un coup d'œil. C'est si ça vous est utile en fonction de ce que je les laisserai même si j'ai pas pris le temps de les commenter aujourd'hui. Merci beaucoup à Merci beaucoup. tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt.